Bonjour à toutes et à tous. Ceux que je ne connais pas encore, je vais me présenter. Je suis Samuel Gilbert, le directeur de l'Office de tourisme Sud-Vienne-Poitou. Je remplace aujourd'hui Céline Rivière, qui est la directrice adjointe, qui a un peu suivi cette action de webinaire et de formation dans le cadre du plan local de professionnalisation 2021. Une grande première pour l'Office de tourisme, puisque cette action n'avait pas encore été mise en place depuis la création de l'Office en 2017. Donc c'est une première et nous sommes heureux de vous accueillir et d'accueillir aussi Ododo et Marc-Antoine pour la présentation et son intervention. Donc je vais laisser la parole à Marc-Antoine et puis je vais vous souhaiter un bon webinaire. Super. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez tous? C'est bon? Ok, super. Ah, c'est bon. Eh ben, C'est bon. donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se lancer dans la présentation directement, puisque vous êtes là pour ça, après tout. Et puis, à la fin de chaque chapitre, on prendra du temps pour répondre à toutes les questions. Et puis, à la fin, on prendra du temps pour répondre à encore plein d'autres questions, peut-être des questions qui n'ont rien à voir avec la présentation. J'ai du temps disponible pour vous aujourd'hui, donc pas de souci. Alors, Juste, ce qu'on peut peut-être proposer, c'est si vous avez des questions, les écrire dans le chat. oui, Voilà, comme ça, on peut au fur et à mesure suivre et y répondre peut-être au fil de l'eau. et ben dans ce cas, ce que je vous propose, Samuel, c'est que de suivre le chat, comme ça, moi, je déroule la présentation, et puis au fur et à mesure, à la fin de chaque chapitre, vous pouvez me donner les questions, et puis j'y répondrai, et puis après, on peut enclencher de toute façon la discussion, c'est le but du jeu. Comme malheureusement, on peut pas prendre un apéro tous ensemble, il va falloir qu'on fasse vaille que vaille avec les écrans interposés. Aujourd'hui, on va parler de commercialisation. C'est le nerf de la guerre. Vous savez, il y a un grand philosophe un jour qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais bon, ce gars-là, il devait pas être pauvre pour nous sortir une ânerie pareille. Donc, la commercialisation, pour faire très simple, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer de l'argent dans notre business, que ce soit un business d'hébergement, comme logiquement, je pense que c'est le cas de tous les intervenants aujourd'hui. Samuel, on est vraiment dans la partie hébergement, donc maison d'hôtes, gîtes, hôtels indépendants. Pas que, il y a aussi le site touristique. D'accord, ça va s'appliquer. Alors, c'est vrai que nous, notre spécialité, c'est vraiment l'hébergement, mais ça va s'appliquer également. Tout ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ça s'applique de manière globale. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Malheureusement, même si c'est très artificiel, c'est malheureusement le cas. Sans argent, tout devient plus compliqué, et dès qu'on en a, bizarrement, on arrive à solutionner tous les problèmes. Donc, on va se concentrer sur prendre une vue vraiment globale de quelles sont toutes les choses qu'il faut mettre en place pour vraiment être tranquille, en tout cas dans son état d'esprit, pour pouvoir eh bien, mettre en place les éléments qui permettent de générer de l'argent. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse passer d'une page à l'autre, ce serait mieux. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, je vais me présenter rapidement, parce que pour le moment, vous ne savez pas encore qui je suis. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on se prépare. On va regarder les 4 critères qui sont vraiment élémentaires pour bien vendre. Alors, ça va être vraiment là spécialisé pour l'hébergement, pour le coup. Samuel, je ne savais pas, enfin, Céline m'avait pas fait part du fait qu'il y aurait des activités autres. Bon, de toute façon, les éléments vont être sensiblement les mêmes. On va parler ensuite vraiment des fondamentaux. Petite conclusion, puis réponse à vos questions au fur et à mesure. Donc, vous voyez la ressemblance entre notre logo et mon personnage. C'est pas anodin. Donc, je m'appelle Marc-Antoine et je suis le créateur de l'entreprise qui s'appelle Ododo. Et Ododo, c'est un organisme de formation agréé d'État. J'ai été pendant de nombreuses années hôtelier et après, j'ai été formateur avec une entreprise que j'avais créée qui s'appelait Archange Consulting. Moi, ma spécialité, c'est de former des hôteliers, des propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes à la commercialisation et sur tout le spectre, c'est-à-dire pas seulement les techniques, on va dire comment mettre en place son site internet, ce genre de choses, mais vraiment prendre tout le spectre depuis la création de projet, la stratégie commerciale jusqu'à la fidélisation des clients. C'est vraiment l'intégralité du spectre. Donc aujourd'hui, on a mis en place avec Ododo un programme de formation qui est agréé par l'État qui s'appelle l'accélérateur Ododo. Donc l'accélérateur, le but du jeu, c'est de vous faire aller plus vite que la moyenne. Il y a 3 objectifs vraiment avec cette formation. C'est de vous aider à faire plus de chiffre d'affaires et surtout plus de marge grâce à l'augmentation du volume de réservation global, mais en particulier du volume de réservation direct. C'est un peu notre cheval de bataille. Ce qui a un impact immédiat qui est de baisser ce que vous payez en commission aux agences de voyage en ligne, Booking.com, Airbnb, Expedia, etc.
Et l'objectif sous-jacent, c'est la reprise en main totale de votre commercialisation pour que vous puissiez être autonome et indépendant. Alors, autonome et indépendant, ça ne veut pas dire que vous faites tout tout seul, mais ça veut dire que vous êtes capable de gérer l'intégralité des intervenants, que ce soit des OTA, par exemple, comme Booking.com, ou que ce soit des partenaires comme un office de tourisme ou d'autres. Donc pour ça, on a 3 leviers pédagogiques principaux, puis à la fin, de toute façon, je vous en reparlerai, où je répondrai à vos questions. La formation, elle est en e-learning, donc elle est sous format vidéo, préenregistrée. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez y accéder de n'importe où. Il y a beaucoup de contenu, il faut compter à peu près 70 heures pour faire l'intégralité de la formation. C'est dense parce qu'on vous fait vraiment tout reprendre et tout faire. Et en parallèle de cette formation, il y a du coaching personnalisé vraiment à la demande pendant 1 an. Donc pendant les 12 premiers mois de votre inscription avec nous, autant que vous en avez besoin, vous pouvez avoir ce type de conversation par écran interposé avec un des coachs de l'entreprise. Étant donné que les coachs sont tous des professionnels de notre métier, donc on a des anciens de Booking.com par exemple, qui ont plein de choses intéressantes à vous raconter. On a des anciens directeurs d'hôtel comme moi et comme Philippe. On a d'anciens directeurs carrément de chaînes hôtelières, ce genre de choses, qui sont là pour vous coacher, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, vous faire franchir les obstacles, et puis aussi être un vis-à-vis pour que vous puissiez brainstormer avec nous, puisqu'on sait bien que quand on a la tête dans le guidon, parfois on a des décisions à prendre, et on n'a pas dans notre réseau des gens qui sont à même de faire écho à ce type de décision. Donc en discutant avec notre équipe, ça vous permet aussi d'avoir un accompagnement. Et puis le troisième levier pédagogique, c'est la communauté des élèves qui grandit, parce qu'on est un petit peu plus de 320 élèves aujourd'hui, en 1 an et demi, donc c'est quand même pas mal. Et c'est vraiment une communauté d'entraide autour de la commercialisation. Hein. L'objectif, c'est que vous puissiez échanger sur les techniques, les trucs, les astuces, vous donner plein de conseils et vous entraider sur la commercialisation. Et la particularité de l'accélérateur Ododo, c'est comme nous sommes agréés par l'État français, eh bien vous pouvez vous faire financer par vos opérateurs de compétences, grâce à vos droits à la formation, l'intégralité de notre programme de formation et de notre accompagnement. Voilà pour les petites présentations. Le but du jeu, c'était pas de vous vendre l'accélérateur Ododo aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter qui je suis et ce que je fais. Et si ça vous intéresse, à la fin, de toute façon, je répondrai à vos questions. Et puis à la fin aussi, je vous donnerai quelques petits cadeaux pour vous aider dans votre commercialisation. Je vous donnerai des liens pour que vous puissiez télécharger quelques petits outils qui sont très pratiques. Voilà, les présentations, c'est fait. On avance. Comment nous préparer? Vous savez, c'est le nerf de la guerre. On dit souvent préparation difficile, guerre facile pour ceux qui ont pu être militaires. S'il y en a qui ont été qui ont fait le service militaire, par exemple, vous avez certainement déjà entendu ça. C'est la même chose dans notre métier. Plus on va passer de temps à se préparer et à bien se préparer, plus ça va être facile ensuite dans la mise en place des différents éléments qu'on a à mettre en place pour la commercialisation. La première chose à faire, quand on veut se préparer, c'est se tenir au courant. Alors, puisque vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le faites, c'est très bien. Hein. Si vous participez à ce webinaire, c'est que, évidemment, vous êtes à l'affût. Mais se tenir au courant, c'est pas juste écouter ce qui se passe, c'est aussi être proactif dans votre recherche d'informations. Donc, quand vous voyez une information, je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, il y a eu une mise à jour de fait par Google sur son programme Google Hotel Ads. On a fait un article de blog et une vidéo sur YouTube dessus. Beaucoup de gens sont venus vers nous en nous demandant des informations. C'est typiquement ce qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire que quand vous voyez une information qui a un impact sur votre activité, le fait de faire de la veille et de voir cette information n'est pas suffisante. Il faut la comprendre, il faut comprendre l'impact que ça va avoir sur votre business et quelles sont les actions que vous devez mener par rapport à cette information. Il y a beaucoup d'informations pour lesquelles on n'a pas besoin de réagir. Il y a un changement, ok, très bien, on le comprend, mais il n'y a pas d'impact direct sur la manière dont nous, on doit opérer notre business. Par contre, il y en a beaucoup où, au contraire, il faut s'adapter. Et dans ce cas, le fait d'avoir l'information n'est pas suffisant. Il faut la comprendre. Et ensuite, il faut éventuellement aller chercher plus d'explications pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter cette information. Ça, c'est vraiment la première chose dans la préparation. Et ça se fait au quotidien, hebdomadairement. À chaque fois que vous êtes à l'affût d'une petite info qui vous semble intéressante, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut consolider ses fondations. Alors, je parle pas des fondations de vos maisons, hein, je sais qu'elles tiennent tous bien solidement, que le toit est bien attaché et que tout ça, ça marche bien. Et je sais aussi que la majorité des hébergeurs, je sais qu'il y a
d'autres gens que des hébergeurs aujourd'hui, mais bon, je vais m'adresser principalement aux hébergeurs parce que c'est ceux qu'on accompagne nous. Euh, je sais que tout ce qui est structurel chez vous, c'est souvent très très bien fait et très très bien géré, que tout ce qui est literie, confort, qualité, service, tout ça c'est nickel. Donc on va pas parler de ça. On va vraiment parler des fondations en termes de stratégie, et je vais développer ça un petit peu plus loin, et en termes d'état d'esprit. Et on a vu ô combien l'état d'esprit était important pendant cette crise sanitaire, entre les gens qui ne lâchent rien, et entre ceux qui pourraient facilement tomber dans des cycles dépressifs parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit ad hoc pour se battre, ou en tout cas pour faire face. Et il faut savoir que l'état d'esprit, c'est tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon état d'esprit, tout le reste va pourrir progressivement. Donc il faut commencer par l'état d'esprit, et après le reste des stratégies, ça va grandir. Une fois que vous avez ces fondations, il y a les savoir-faire en fait. Donc les savoir-faire, vous en avez plein. Et en plus, quand on fait de l'hébergement, on est obligé d'en avoir plein, parce qu'on a plein de casquettes. Donc on fait de l'accueil, on fait de la relation client, on fait de la cuisine, au moins avec les petits-déj, parfois avec la table d'hôte pour les maisons d'hôtes. On fait de la facturation, on fait un peu de compta, on fait un peu de DRH si on a des salariés. On doit faire du commercial, on doit faire du digital. Bref, on est dans un métier où il faut tout savoir faire. Et c'est pas toujours facile. Et on est surtout dans une industrie qui évolue très vite. C'est pour ça que j'ai mis acquérir, mais aussi entretenir les savoir-faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge dans notre industrie, il faut se tenir au courant. Et vous le savez, hein, l'industrie de l'hôtellerie, en France, mais dans le monde entier, a souvent été en retard sur les grandes révolutions, entre autres le digital, par exemple, ce qui a donné naissance à, d'ailleurs, les agences de voyage en ligne comme Booking.com. Si les hôteliers avaient été un petit peu plus euh, à la page, entre guillemets, et s'ils avaient été un petit peu plus curieux, ce qui est le cas avec les nouvelles générations d'ailleurs, des géants comme Booking.com ne seraient jamais apparus. Donc il faut vraiment continuer à entretenir cette curiosité sur les savoir-faire. Et puis il y a deux choses, et on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Les savoir-faire, c'est pas parce que vous les maîtrisez que vous êtes obligé de les mettre en œuvre. Mais si vous voulez les sous-traiter convenablement et pouvoir contrôler la qualité d'exécution de votre sous-traitant, il faut au moins maîtriser les essentiels de ces savoir-faire. Je vais vous donner un exemple très concret, qui est la construction de votre site internet. Il y a énormément d'hébergeurs qu'on accompagne sur les sites internet, puisque dans la formation, on forme à comment faire. Et le but du jeu, c'est pas forcément que vous le fassiez vous-même. Mais si demain, vous devez aller voir une agence web pour sous-traiter la fabrication d'un site internet pour votre hôtel ou pour votre maison d'hôte, si vous n'y connaissez rien, ils vont vous balader. Ils vont vous balader avec les tarifs, avec les termes techniques, avec les délais, avec les tarifs d'abonnement. Et vous, comme c'est un monde un petit peu flou que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour challenger les informations qui vont vous être données. Là, le but du jeu, au contraire, ça va être d'être suffisamment curieux pour comprendre comment ça se passe, au moins en amont et en aval pour contrôler. Et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Ensuite, il faut améliorer sans cesse la face visible de l'iceberg. Alors la face visible de l'iceberg, je vais vous expliquer, dans l'hébergement, c'est très simple. Vous avez ce qui flotte au-dessus de la surface, hein, c'est la face visible, c'est ce qui se voit. Vos chambres, la literie, les services, votre site internet, ça c'est quelque chose qui se voit. Et vous avez tout ce qu'il y a en dessous, et on va en parler, ce qui est beaucoup plus important. Vous savez, un iceberg pour flotter, je crois que c'est 20% au-dessus de la surface, 80% en dessous. Et c'est tout le reste, et on va en parler un petit peu. Mais néanmoins, ce qui se voit, c'est important de l'entretenir et de ne pas le laisser se dégrader. Vous avez par exemple des hôteliers que nous on a accompagnés qui étaient surpris de voir leur réputation sur Internet, ce qu'on appelle la e-réputation, petit à petit devenir de moins en moins bonne. Et en fait, il suffisait de visiter l'établissement pour comprendre qu'ils ne faisaient plus l'entretien de l'établissement correctement. Donc ce qui paraissait être des petites choses à faire, cumulées les unes aux autres, en fait, faisait un gros montant de rénovation qu'il y avait à faire. Et donc l'établissement était juste défraîchi. De la même manière, le digital, hein, on peut en parler longtemps, c'est quelque chose qui évolue très vite. Donc un site internet qui a 10 ans d'âge, pour faire des ventes sur internet, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est les choses qu'il faut améliorer sans cesse, c'est la face visible de l'iceberg. Et pour vous tous qui avez des bâtisses à entretenir, vous savez qu'il est beaucoup plus facile d'entretenir très régulièrement que de ne rien faire pendant 10 ans et un jour faire une grosse campagne de travaux. C'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus chargé en émotions parce que du coup vous devez mobiliser du temps, vous devez mobiliser plus de budget plutôt que si vous faites régulièrement de l'entretien. Donc ça fait partie des choses aussi dans la préparation. Si vous voulez une bonne commercialisation, il ne faut pas mettre une bonne commercialisation en place à l'instant T. Il faut
et se reposer sur ses lauriers et attendre 2, 3, 4, 5 ou 10 ans pour se reposer la question de sa commercialisation. C'est quelque chose qu'on doit faire vraiment hebdomadairement au quotidien. Et puis ne pas oublier d'investir sur soi-même, et ça c'est un truc qui est fondamental et que beaucoup oublient, dans des choses qui sont très simples, comme l'hygiène de vie et le sommeil. Je sais que ça peut paraître tout à fait euh, anodin comme remarque de vous dire ça, mais c'est pas du tout anodin. Et ayant été hôtelier, ayant dirigé des établissements, entre autres 4 étoiles, je peux vous dire que si le chef d'entreprise il n'a pas suffisamment de sommeil, ça va être compliqué. Et pourtant, dans notre métier, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur hygiène de vie, sur leur sommeil, mais aussi sur leur formation continue pour toujours être à la page. Donc, votre entreprise, elle réside sur vos épaules de chef d'entreprise. Donc, la première personne auquel vous devez faire attention et que vous devez choyer, c'est vous. Avant de choyer vos clients, avant de choyer le reste du monde entier, la première personne à choyer, c'est vous. Et ensuite, petit à petit, si vous êtes bien dans vos baskets et que tout ça c'est bien équilibré, vous allez vraiment pouvoir ensuite performer derrière. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui performe en étant fatigué, sous-alimenté, en fumant 3 paquets de clopes par jour et en buvant une bouteille de cognac à midi. Ça n'existe pas, quoi. Peut-être l'ancienne école, oui, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Voilà pour vraiment la préparation. Et je vais vous montrer un diagramme que je vais développer après qui illustre vraiment ça. Donc, je vous ai parlé de la face visible de l'iceberg. C'est ce que vous voyez. Donc je prends cette image du palais parce que quand on est dans l'hébergement, quand on a un hôtel, quand on a une maison d'hôtes, c'est souvent un petit peu notre palais. Et donc j'aime bien cette image-là. Donc si vous voulez que ça tienne debout solidement et que ce soit vraiment performant, il faut bien comprendre que votre commercialisation, elle ne dépend que pour 10% de ce qu'on appelle la face visible. La face visible, encore une fois, votre literie, les jardins, votre site internet, vous, la manière dont vous êtes habillé, dont les gens vont vous percevoir, ça c'est la face visible. C'est tout ce que les clients peuvent percevoir et voir. Ça n'est que 10% de votre commercialisation. Je sais que ça peut paraître énorme pourtant parce que c'est un travail gigantesque de mettre tout ça en place, mais le reste va être beaucoup plus important pour vraiment bien vendre, pour être efficace en vendant. Donc il y a 40% qui se jouent vraiment sur les savoir-faire. Les savoir-faire, on va en parler un petit peu après. Je vais vous expliquer ce que c'est, lesquels sont les plus importants et qu'il faudrait vraiment acquérir aujourd'hui. Et puis vous avez vraiment la moitié du résultat qui se joue sur les fondations, dont on a un petit peu parlé et que je vais développer tout de suite. Donc les fondations, c'est clairement 50% de votre réussite. Vous avez l'état d'esprit et vous avez les stratégies. Alors c'est contre-intuitif, mais on va commencer par l'état d'esprit qui est à droite de l'écran. C'est la première chose à faire. D'abord, il faut être suffisamment ouvert d'esprit pour accepter de se remettre en cause régulièrement. La technologie sur notre marché bouscule tout le temps. Si vous pensez que quelque chose est acquis et que c'est immuable, malheureusement, vous allez au-devant de déconvenus puisque ça va changer. Tout change. Donc il faut accepter d'être sans arrêt dans un état d'esprit de remise en cause, et quand vous pensez que quelque chose est acquis, c'est très sain de se dire, tiens, faisons l'avocat du diable. Qu'est-ce qui se passerait si cette chose n'était plus un acquis? Et régulièrement, il faut faire ça. Alors nous, c'est notre métier, on le fait H24 et on fait une veille concurrentielle sur tout ce qui se passe pour tout, sans arrêt remettre en cause. Alors, remettre en cause les outils, remettre en cause les stratégies, remettre en cause, par exemple, les budgets à dédier dans tel ou tel effort en publicité. On est sans arrêt en train de tout remettre en cause. Remettre en cause, ça ne veut pas forcément dire changer d'avis. Ça veut dire que vous testez un fait qui vous semblait établi et vous vérifiez s'il est toujours établi ou s'il a besoin d'évoluer. Et ça, c'est super important. Donc c'est directement lié avec le changement de paradigme. Un paradigme, c'est la manière, c'est le point de vue à travers lequel vous regardez une situation. Donc si vous regardez la situation de votre commercialisation d'une manière aujourd'hui, je vous invite à en changer. Et il y a un paradigme qui est évident que tout le monde devrait emprunter et que peu de gens font, c'est celui de vos clients. La première chose que vous pourriez faire une fois qu'on aurait fini ce webinaire ensemble, c'est de vous mettre dans les chaussures de votre client pour le processus d'achat sur votre site internet, par exemple. Vérifier combien il y a d'écrans, combien il y a d'étapes, combien il y a de clics. Est-ce que ça fonctionne sur un téléphone portable? Vous savez qu'aujourd'hui, le gros de la commercialisation va se faire sur un téléphone portable. Donc, il faut régulièrement changer de paradigme, et s'il y a au moins 2 paradigmes à prendre en compte quand on est un hôtelier ou un hébergeur, c'est celui de nos clients, celui de nos fournisseurs, et le nôtre. Ça en fait 3 du coup. Et sans arrêt le remettre en cause. Directement lié du coup au troisième point qui est l'ouverture d'esprit.
je sais que ça peut paraître bizarre, mais nous, par exemple, dans l'accélérateur au dodo, dans la formation dont je vous ai parlé, on fait faire à nos élèves un petit peu de développement personnel pour bousculer justement les idées préconçues que les gens peuvent avoir, à la fois sur ce qui fonctionne, mais à la fois sur leurs propres capacités. J'ai accompagné maintenant suffisamment d'hôteliers et de gens de tous les âges et de vraiment de tous les horizons. C'est-à-dire que ce qui est génial dans notre industrie, c'est que vous avez des gens qui ouvrent des hôtels indépendants ou des maisons d'hôtes de 30 à 60 ans en ayant été préalablement avocat, policier, boucher, garagiste, ancien policier, enfin on a de tout, ce qui est génial. Du coup, on arrive souvent dans ces métiers-là avec des biais liés à notre propre éducation, liés à notre propre expérience, les choses qu'on pense être possibles ou pas possibles. Il faut bien comprendre que tout est possible à partir du moment où vous décidez que ça le devient, parce que là, vous allez mettre en place tous les éléments nécessaires pour acquérir certains savoir-faire ou acquérir suffisamment de connaissances sur ce savoir-faire pour le sous-traiter efficacement et contrôler ce que vous allez avoir sous-traité. Et ça, c'est qu'une question d'ouverture d'esprit et on va dire, oui, de casser certaines idées préconçues. Alors, l'exemple typique et le plus évident, avec l'accélérateur au dodo, nous, très souvent, enfin pas très souvent, systématiquement, les gens sont obligés de passer par un entretien avec un coach chez nous pour pouvoir commencer ou non la formation. Nous, ça nous permet de vérifier la motivation de l'élève potentiel, et ça nous permet de vérifier aussi sa situation, la situation de sa commercialisation et de son établissement, et savoir si, oui ou non, notre aide peut être efficace. Ça nous permet également de comprendre quels sont les biais que cette personne a et où elle est bloquée. Et très souvent, les gens nous disent, bon bah, Booking.com, on peut pas se battre contre Booking.com, quoi. C'est mort, c'est fini, c'est impossible, quoi. Donc, ils acceptent le fait que, non, payer des commissions, de toute façon, même si ça m'énerve, c'est comme ça et on peut rien y faire. Ça, c'est un biais. Or, nous, on le prouve tous les jours en ayant des élèves aujourd'hui qui font jusqu'à 90% de réservations directes et donc qui payent quasiment plus rien en commission aux agences de voyage en ligne. Mais quand on fait ces entretiens de diagnostic, il y a beaucoup de gens qui, mordicus, ils en démordent pas. Non, 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 mais ce que vous me dites, c'est impossible. C'est juste une question, en fait, d'état d'esprit. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça, et je sais que on est très original dans le monde de la formation dans l'hôtellerie, parce que personne ne fait ça, et pourtant c'est quelque chose qui est vraiment primordial. De la même manière, vous avez la méthode d'analyse, en fait, et d'itération. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Dans notre métier, on fait souvent face à l'échec. Même très souvent face à l'échec. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'on va essayer des choses qui ne vont pas fonctionner. Un échec, si on n'analyse pas l'échec pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, on perd énormément de la valeur de cette expérience. Alors, je vais prendre un exemple concret. Vous décidez de mettre en place une promotion pour vendre, allez, la Saint-Valentin. C'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Vous faites une promotion pour la Saint-Valentin, elle ne fonctionne pas. Vous l'avez faite par exemple avec de la publicité sur Facebook. Beaucoup vont s'arrêter à cette expérience et vont se dire, ok, la publicité sur Facebook pour faire une promotion pour la Saint-Valentin, ça fonctionne pas. J'arrête, j'en ferai plus jamais. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est analyser, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est ma méthode pour faire de la publicité sur Facebook? Est-ce que c'est l'environnement macro et microéconomique actuel avec la crise sanitaire qui fait que de toute façon ça ne pouvait pas fonctionner? Est-ce que c'est la technique ou est-ce que c'est l'image que j'ai utilisée par exemple pour la publicité Facebook? Et ensuite mettre en place des itérations. Les itérations, c'est les changements. Ok, donc on va essayer de garder ce qui fonctionne, on va essayer de changer ce qu'on a analysé qui ne fonctionne pas et on va retester. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la méthode qui fonctionne. Ça, c'est super important et pourtant, beaucoup de gens dans notre industrie, lorsqu'il y a un premier échec ou éventuellement un deuxième, après ils arrêtent d'essayer et ils ne font pas ce processus intellectuel d'essayer d'aller comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si vous voulez une commercialisation efficace et si vous voulez vraiment faire un maximum de ventes directes et de marge, il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Sinon, malheureusement, vous n'allez pas aller très loin dans la commercialisation. Vous allez attendre que ça vienne à vous grâce aux agences de voyage en ligne et grâce à votre référencement naturel et c'est tout. Alors qu'il faut être beaucoup plus proactif que ça. On a directement, du coup, lié à ça, l'attitude face au changement. Hein. Alors, je peux vous donner un autre exemple. Donc, nous, on fait de la publicité Facebook pour acquérir de nouveaux élèves dans le programme Accélérateur au dodo. Normal. Facebook, ça change tout le temps et c'est un enfer. pour les annonceurs comme nous, on se tire les cheveux. Vous avez derrière moi d'ailleurs Clotilde qui s'occupe de ça en ce moment. On est obligé face au changement d'avoir une attitude positive et de se dire de toute façon, comme on n'a pas la main sur ce changement, Facebook change les règles du jeu, il change les règles du jeu, point barre. Donc à nous d'avoir une attitude positive par rapport à ça et d'essayer de faire bon gré mal gré ce qu'on a besoin de faire pour réussir. Et donc ça, c'est aussi lié à la prise de responsabilité.
Vous n'avez pas idée du nombre d'hébergeurs que j'ai rencontrés. Tout est de la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, systématiquement. C'est pas impossible que certaines choses sortent du champ des actions sur lesquelles vous pouvez avoir de l'influence. Mais vous pouvez être quasiment sûr qu'une grosse partie, voire la majeure partie des choses, vous pouvez reprendre la main dessus. Donc il faut commencer par se dire, ok, en quoi est-ce que ma responsabilité est impliquée dans cet échec? Peut-être qu'elle est que de 10%, peut-être qu'elle est de 60%. Peu importe, il y a toujours une mesure de responsabilité dedans. Et essayez de l'analyser, de le comprendre, pour que la prochaine fois que vous avez un choix similaire à faire, vous puissiez avoir appris de votre expérience passée. Je vais vous donner un exemple, parce que je sais que les exemples sont beaucoup plus faciles pour illustrer ce genre de choses. Si vous décidez de mettre en place, par exemple, voilà, des flyers, vous distribuez des flyers auprès des entreprises aux alentours de votre maison d'hôte ou de votre hôtel, pour essayer d'avoir de la clientèle à faire. Imaginons que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, ça va être de la faute de l'imprimeur parce qu'il a mal imprimé le numéro de téléphone, par exemple. Et ça, c'est une histoire vraie, je l'ai vécu. Bon, bah, l'hôtelier, quand il m'a dit ça, j'ai rigolé, j'ai fait, mais attendez, vous avez reçu, je me souviens plus, 1500 flyers. Sur tous les 1500 flyers, le numéro de téléphone était mal imprimé, vous les avez quand même distribués. La responsabilité, elle vous incombe. Il suffisait de demander à l'imprimeur, tout simplement, de réimprimer les flyers. Ça pourrait être que, bah, tout simplement, la publicité n'a pas fonctionné. Pourquoi? Est-ce que c'est la responsabilité de l'imprimeur ou est-ce que c'est la responsabilité de celui qui a édité le flyer? Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur dans le flyer ou est-ce que la stratégie était tout bonnement pas bonne? Et ainsi de suite. Il y a des choses pour lesquelles votre responsabilité va être minime et c'est quand même bien de le savoir parce que même le minimum peut avoir une influence et il y en a pour lesquelles elle va être prépondérante et dans ce cas, il faut accepter en toute humilité de se dire ok, mea culpa, j'ai merdé, ça arrive, il faut savoir le dire. Et donc dans ce cas-là, accepter d'avaler la pilule de l'orgueil en se disant merde, c'était de ma faute, pour pouvoir apprendre et pouvoir passer au-dessus. Voilà, et puis du coup, êtes-vous préparé au combat? Bon, ça c'est une question d'état d'esprit général, c'est si vous êtes prêt à vous battre pour améliorer votre commercialisation ou pas. Voilà pour l'état d'esprit, si ça vous intéresse, je pourrais répondre à vos questions un petit peu après. Je vais vous parler de stratégie, après je vais vous parler des savoir-faire, et puis après on fera une petite pause pour répondre à toutes vos questions. Sur les stratégies, dans les fondations, on va aller très vite parce que je vais les développer un petit peu après pour vous. Il y a la stratégie commerciale. C'est sûr qu'une commercialisation sans stratégie commerciale, ça va pas aller très loin. Alors, la plupart du temps, hein, pour les hôteliers et les hébergeurs, on a un site internet, on est présent sur des agences de voyage en ligne, des annuaires en ligne, et puis on attend que les clients viennent à nous. Voilà, hein, ça, je résume la stratégie commerciale qu'on rencontre très souvent chez les hébergeurs qu'on accompagne. Bon, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin que ça. La stratégie de communication, elle est directement liée à la stratégie commerciale, je vais vous la développer tout à l'heure. Idem pour la stratégie tarifaire. La stratégie de marque, elle est directement liée également à la stratégie commerciale et à la stratégie de communication. Ensuite, vous avez quelque chose qui est essentiel et qui est lié à l'état d'esprit, c'est la stratégie d'amélioration. Quels sont les processus qualité que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous améliorer sans cesse? Et il faut vous améliorer sans cesse. La stratégie de fidélisation, super important. Vous savez que ça coûte beaucoup moins cher de faire revenir un client qui est déjà venu une fois que d'acquérir un nouveau client. C'est 5 fois moins cher, selon les études qui sont largement acceptées comme étant vraies, enfin en tout cas comme étant justes. Et puis après, vous avez la stratégie de formation continue. Comme on le sait tous, hein, on a plein de casquettes différentes dans notre métier. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir nos savoir-faire sur ces différents métiers? Et on peut évidemment parler de la commercialisation, où la commercialisation, c'est pas une seule casquette, puisque pour avoir une commercialisation efficace, il faut un petit peu toucher au digital, il faut toucher un petit peu à la communication, il faut toucher un petit peu à la relation client, à la fidélisation, etc. Comment est-ce qu'on entretient ça? Étant donné que c'est une évidence que si vous vous arrêtez à l'instant T en vous disant « Ok, c'est super, je gère tout parfaitement bien à l'instant T », et que vous arrêtez d'entretenir vos savoir-faire, bien malheureusement, le monde, lui, va évoluer. Et vous, comme vous êtes fixe à l'instant T, en fait, sans vous en rendre compte, vous régressez, hein, parce que le monde avance. Alors, parlons un peu des savoir-faire. Dans la commercialisation, on a parlé de communication, donc il y a le marketing digital, il y a le yield management, donc tout ce qui est stratégie tarifaire, il y a la maîtrise de vos outils, PMS, Channel Manager, Booking Engine, donc moteur de réservation, il y a la fidélisation, il y a la gestion, il y a le recrutement, il y a la formation de vos nouveaux venus, etc. Donc la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour faire la différence entre les fondations, vous avez vu que c'est la partie stratégique,
C'est Napoléon en train de dessiner son champ de bataille. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Vous avez la partie état d'esprit, c'est Napoléon qui décide qui va aller gagner cette bataille. Ça, c'est vraiment les fondations. Après, vous avez les savoir-faire, hein, sur lequel repose une grosse partie de la réussite. C'est-à-dire que avoir une vue d'ensemble des fondations, c'est-à-dire avoir un état d'esprit positif, prêt à la bataille, et avoir les stratégies en place, mais ensuite ne pas mettre en place les savoir-faire, ça sert à rien. Hein, c'est comme les gens qui se préparent toute leur vie pour un événement sportif, mais ils vont jamais faire la course. Si vous vous préparez toute votre vie pour un marathon et que vous n'allez jamais courir le marathon, vous n'allez jamais gagner le marathon. Donc, ça revient au même. Et donc, c'est super important d'identifier les savoir-faire que vous voulez maîtriser en interne, soit vous, soit un membre de votre équipe, et les savoir-faire que vous voulez maîtriser superficiellement ou suffisamment pour pouvoir les sous-traiter et contrôler le résultat que le sous-traitant que vous avez embauché va faire. Et ça, c'est très important, on va en parler un petit peu après. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vous avez peut-être plus d'appétence, pour lesquelles vous avez plus d'appétence. Dans ce cas, ça, il faut les conserver pour vous. Hein, c'est votre précaré des savoir-faire que vous voulez maîtriser. Et alors ça, ça change pour tout le monde. Il y a des gens qui sont super à l'aise avec les chiffres, qui vont vouloir vraiment... leur yield management, c'est eux. Ils veulent que personne d'autre ne gère le yield management, la compta et toutes ces choses-là, c'est pour eux. Il y en a qui vont être beaucoup plus communicatifs, donc ils vont vouloir gérer leur communication. Il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est digital. Qu'importe. Il y a certains savoir-faire que vous allez avoir en interne. Ça peut être la relation client, l'accueil des clients, etc. Et il y en a certains d'autres où ça vous emmerde royalement. Hein, on peut être vulgaire, donc on va le dire. Ça vous les casse, donc vous n'avez pas envie de le faire. Mais en même temps, c'est des savoir-faire qui sont nécessaires pour que votre commercialisation soit efficace. Donc vous allez devoir apprendre suffisamment pour comprendre ce savoir-faire et pour pouvoir contrôler son exécution par quelqu'un d'autre. Que ce soit quelqu'un de votre équipe ou que ce soit un indépendant que vous avez recruté pour ça. Un exemple typique, vous voulez refaire votre site internet ou le mettre à jour, vous vous approchez d'une agence web, si vous n'y connaissez rien et que vous n'avez pas eu le minimum de curiosité d'apprendre quels étaient les tenants et les aboutissants d'un site web, une agence web peut très bien le sentir et vous vendre quelque chose de beaucoup trop cher, ou en tout cas au-delà de la valeur du prix que vous auriez dû payer pour ce service-là, et vous prendre pour un lapin de 15 jours en vous vendant des services fantômes qui n'ont absolument... Enfin, qu'ils n'auraient pas dû vous vendre. Alors, je peux vous en parler puisque j'ai eu une agence web pendant quelques temps et tous nos concurrents nous prenaient pour des fous parce qu'on ne prenait pas les gens pour des cons, justement. On était honnête et on expliquait aux gens quels étaient les tenants, les aboutissants, les délais, etc. Bon, la plupart des agences web, elles n'ont aucun intérêt à faire ça, donc elles vont essayer de vous noyer dans un nuage de fumée sur des éléments de langage que vous ne comprenez pas. Si vous avez fait la démarche intellectuelle d'apprendre ces éléments de langage en amont, en vous formant, par exemple, que ce soit avec des outils gratuits hein, sur YouTube, en quelques heures sur YouTube, vous pouvez très bien comprendre comment ça fonctionne. Ou en allant sur des programmes un petit peu plus poussés comme le nôtre, ça va vous permettre d'avoir suffisamment de connaissances pour derrière pouvoir sous-traiter efficacement. Donc ça, ce sont les savoir-faire. Donc si on retourne sur notre palais, vous avez vraiment les fondations avec l'état d'esprit et avec les stratégies. Par-dessus, vous avez les savoir-faire. Et encore par-dessus, il faut le chapiteau de notre palais, il faut la face visible. Sans quoi, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Alors la face visible, il y a plein d'éléments différents. Je le résume comme ça. C'est l'histoire que vos clients vont raconter. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans notre industrie vous disent que vous vendez des chambres, ou vous vendez des expériences. J'aime pas trop cette approche parce que c'est pas quelque chose que les gens peuvent rapporter avec eux. Et moi, quand j'achète quelque chose, souvent, je pars avec. Il y a une chose que nos clients prennent avec eux, une fois qu'ils sont partis de nos établissements, c'est l'histoire. L'histoire qu'ils vont raconter de leur séjour chez nous. Et donc il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que vous avez excellé. Et donc eux, quand ils repartent de chez vous, ils ont une histoire à raconter qui est positive. Ils vont parler à leur conjoint, à leur conjointe, à leurs amis, ils vont dire « Ah, c'était génial, j'étais dans tel établissement, c'était super cool, les propriétaires étaient adorables, ils nous ont payé l'apéro, les lits, c'était de la folie furieuse, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, etc. etc., etc. » C'est ça ce que vous vendez. C'est cette histoire-là. Le reste, ça permet de construire cette histoire. Si vous prenez cette approche, vous allez voir que vous allez commencer à écrire cette histoire. Et il faut l'écrire. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut changer de paradigme, il faut vous mettre dans les pompes de vos clients potentiels, et essayer de comprendre aujourd'hui l'histoire que vos clients pourraient raconter. Si vous arrivez à la conclusion que l'histoire, elle est pas extraordinaire, rendez-la extraordinaire.
Faites en sorte que cette histoire, elle soit incroyable et que les gens, quand ils partent de chez vous, ils aient un truc incroyable à raconter. Et parfois, ça se joue à peu de choses. Ça peut se jouer sur des détails. Donc le premier cas de figure, c'est que l'histoire qu'ils vont raconter, elle est fantastique. Le deuxième cas de figure, c'est que ils vont rien raconter du tout. C'est-à-dire que vous avez très bien fait votre travail, mais il n'y a pas eu l'élément waouh. Et ça, c'est très dommage parce que du coup, vous avez des gens qui sont venus chez vous qui vont pas parler de vous. Alors que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité au monde. Et puis vous avez le troisième cas de figure qui est catastrophique, où ils ont quelque chose à raconter, mais c'est négatif. Là, c'est parce qu'il y, il y a eu un hic dans l'histoire, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et s'ils le racontent à tout le monde, c'est que vous ne l'avez soit pas identifié, soit vous l'avez identifié, mais vous n'avez pas agi sur ce hic. Or, il faut absolument désamorcer ça avant que la personne parte et ait une histoire négative à raconter. Il faut savoir que statistiquement, si vous avez un client qui est insatisfait pendant qu'il est chez vous, pour une raison X ou Y, et que vous apportez une solution à ce problème, vous êtes en train de fidéliser ce client comme jamais. C'est le truc le plus puissant pour fidéliser un client, c'est de résoudre un problème pendant qu'il est chez vous. C'est incroyable la puissance que ça a. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà dû en faire l'expérience. Donc voilà, concentrez-vous sur l'histoire que vous avez à vendre. Et je vais vous donner une petite anecdote sur l'histoire. Un de mes premiers clients, quand j'ai lancé mon activité de conseil, donc à l'époque c'était pas avec Ododo, c'était avec Archange Consulting, où là je me déplaçais. C'est-à-dire que j'allais chez les hôteliers, je me déplaçais chez eux. Avec le Covid, tout ça, c'est plus possible. Lui, il a un établissement moche. Allez, on va être très honnête. Mais il y peut rien, hein. C'est un immeuble en béton type années 70 à côté de l'aéroport d'Orly. Vous imaginez que c'est pas très sexy, hein. C'est dans une banlieue bien bétonnée, mais c'est super bien placé pour les voyageurs liés au hub de transport de l'aéroport d'Orly. Et quand je lui ai fait part de cette histoire, lui, il a énormément creusé l'idée. Il avait principalement des commerciaux, principalement des gens en célibat géographique qui se déplaçaient pour le business, et principalement des hommes entre 35 à 60 ans. Hein, c'était vraiment sa clientèle. Il s'est dit, comment est-ce qu'il peut faire pour que les gens aient une histoire à raconter? Il s'est rendu compte que tous les gens qui voyageaient dans son hôtel, ils voyageaient principalement pour affaires. Et donc il a créé un club. Il a créé un club d'affaires lié à son hôtel. C'était tout con, il fallait y penser. Et résultat des courses, tous ses clients, aujourd'hui, ils sont hyper fidélisés à son hôtel parce qu'ils font du business entre eux quand ils viennent dans son hôtel. Alors que c'est un petit 3 étoiles. Alors c'est nickel chrome, hein, j'ai dit que c'était moche, j'ai pas dit que c'était mal entretenu. C'est nickel, mais c'est moche. Et donc, pour que les gens aient une histoire à raconter, autre chose que ouais, bah, j'étais dans un hôtel de la banlieue parisienne, rien à raconter, il a créé ce club d'affaires autour de son hôtel et les gens viennent pour faire partie de ce club et pour échanger des coordonnées, des adresses, des tuyaux, etc. Voilà comment est-ce qu'on crée une histoire que les gens vont pouvoir raconter, hein, pour que ça vous inspire pour votre propre établissement. Ok Samuel, fini pour moi pour cette partie-là. On va passer après aux critères élémentaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un état des lieux de toutes les questions qu'il y a. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, mais peut-être que certains veulent intervenir directement. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Pas de questions? Ah, c'est soit parce que vous êtes tous très 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 timides, ou soit soit parce que j'ai suffisamment bien expliqué pour qu'il n'y en ait pas. Ça m'étonnerait. Bon, bah sinon, de toute façon, s'il y a des questions qui reviennent, on pourra y répondre tout à l'heure. Donc, voilà pour comment se préparer. On va parler maintenant des 4 critères élémentaires pour bien vendre. Alors, c'est particulièrement vrai, là, ce que je vais vous dire pour l'hébergement, mais ça peut éventuellement, en fonction des autres business qu'il y a, si vous vendez en ligne, ça va être particulièrement vrai. Alors, je dis bien, ce sont les 4 critères élémentaires. Il y a d'autres critères. Et on pourrait en parler pendant de nombreuses heures. Mais là, je vais vous montrer 4 critères qu'il faut vraiment maîtriser et qui doivent être nickel chrome pour une commercialisation efficace. Donc pour ce faire, on va faire un parallèle entre votre établissement et une boutique de fringues. Tout le monde voit ce que c'est qu'une boutique de fringues. C'est une boutique dans un centre-ville qui a une vitrine et qui a pignon sur rue. C'est vraiment ça. Et on va comparer votre établissement à ça. Et donc là, je vais vous poser une question. Donc vous avez été trop timide pour participer tout à l'heure, mais là, vous n'avez pas le choix. Quel est selon vous le premier critère de succès d'une boutique de fringues dans le centre-ville, d'une ville comme
Angers, par exemple, parce que je suis angevin. Quel est selon vous le premier critère de succès d'une boutique d'habillement? À vos claviers. Je vous laisse me répondre. Il y a des réponses, Samuel? Pour l'instant, non, pas de réponse. Ne soyez pas timide, je vais pas vous manger, c'est promis. Ah, si, j'en ai. Donc, l'emplacement, plusieurs. Ouais, Se trouve sur la devanture, être visible, la façade, la vitrine. top. Alors la première réponse était la bonne. C'est en effet l'emplacement. Et c'est bien que vous ayez répondu ça. Maintenant, comme on est en train de faire le parallèle entre une boutique d'habillement et votre établissement, vous comprenez bien que l'emplacement, que j'ai appelé la localisation, mais je pense que je viens de faire un affreux anglicisme, vous m'excuserez, c'est parce que je fais ça en deux langues. Euh, L'emplacement pour une boutique d'habillement n'est évidemment pas du tout la même chose que pour vous. L'emplacement pour une boutique d'habillement, c'est l'emplacement physique. Où est-il situé géographiquement dans le centre-ville? C'est ça son premier critère de succès. Vous, l'emplacement, c'est sur Internet. D'accord? Donc, d'un côté, pour la boutique de fringues, c'est son emplacement géographique, c'est pour ça que je vous ai mis une carte à droite. De l'autre côté, c'est votre référencement naturel dans Google. Alors, je parle de Google, mais votre emplacement, il n'est pas que dans Google, hein, sur Internet. Ça, c'est pareil, c'est une erreur de débutant que de penser que si on a un bon SEO, on a bien géré notre emplacement. C'est pas suffisant. Mais c'est déjà un très bon début. Donc, il faut le comprendre, ça. Il faut comprendre que vous, votre boutique, elle est virtuelle. La façade de votre hôtel ou de votre maison d'hôte, c'est pas du tout votre boutique. C'est le produit. C'est ce qui est dans la boutique. Votre boutique est virtuelle, c'est votre site internet. Donc il va falloir positionner cette boutique, il va falloir faire en sorte que son emplacement soit parfait. Donc ça, c'est le premier point qu'on a dans le parallèle entre une boutique qui a pignon sur rue et vos business à vous dans l'hébergement. Le deuxième critère de succès, donc je l'ai entendu dans la liste, c'est bien évidemment la vitrine. Imaginez une boutique super bien placée, l'emplacement parfait, mais une vitrine pourrie. On l'a déjà tous vu, hein. Vous n'allez pas rentrer dans le magasin, hein, ça paraît être une évidence. C'est exactement la même chose pour vous. Donc, la vitrine pour un magasin, c'est facile de comprendre en quoi ça consiste. Maintenant, la vitrine pour vous. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Parce que là, c'est pareil, hein, les idées préconçues qu'il y a sur les vitrines dans notre business, c'est assez hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la vitrine? La première chose, c'est qu'est-ce que c'est? La vitrine, pour vous, c'est le premier écran de votre site internet. Et je parle bien d'écran, pas de page. Donc vous savez, sur votre site internet, quand on arrive dessus, il y a une page, hein, monhotel.com, c'est votre page d'accueil. Quand on est sur un ordinateur, vous avez des écrans, c'est-à-dire le premier écran sur lequel on arrive, et après, si je descends avec la souris, je peux scroller et voir le reste de votre site internet. Le tout premier écran que vous voyez, c'est ça, votre vitrine. D'accord? Et il faut prendre en considération que c'est sur un téléphone portable qu'elle va être visitée le plus souvent. Donc regardez votre vitrine sur un écran de téléphone portable. D'accord? C'est par ça qu'il faut commencer. Une fois qu'on a compris ce que c'était que la vitrine, il faut comprendre quel est son rôle. Le rôle d'une vitrine, ça n'est pas de vendre. Vous avez rarement acheté un produit qui était dans la vitrine d'un magasin. Par contre, vous êtes très souvent rentré dans un magasin grâce au produit que vous avez vu dans la vitrine. C'est à ça que ça sert. Une vitrine, ça sert à attirer le chaland et le faire rentrer dans votre magasin. Hein, c'est vraiment ça. La vitrine de votre site internet, elle est vraiment là pour que le visiteur de votre site internet continue de visiter votre site. Il arrive sur le premier écran de votre site internet et ensuite il va plus loin. C'est à ça que ça sert. Et ça, il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de vitrines de sites internet hôteliers ou d'hébergement de manière générale qui tout de suite ils veulent vendre quelque chose. C'est trop tôt, ils vous connaissent pas. Ils vous font pas encore confiance, ils connaissent pas votre histoire. Donc il faut leur donner sur la vitrine les éléments qui vont vous permettre de les amener à mieux vous connaître et à continuer de regarder votre site internet. C'est à ça que ça sert. Donc maintenant vous savez ce que c'est qu'une vitrine, vous savez à quoi ça sert. Ensuite, il faut mesurer son efficacité. Et oui, ça sert à rien d'avoir un outil pour vendre si on n'est pas capable de mesurer son efficacité. Donc là, il y a deux critères fondamentaux pour ça. Il y a le taux de rebond que vous allez retrouver sur Google Analytics. Si le taux de rebond est supérieur à 15%, vous avez un problème avec la vitrine. Ça, vous pouvez le noter. Taux de rebond, si supérieur à 15%, il y a un truc qui ne va pas. Et par pitié, votre vitrine, regardez-la d'abord sur un téléphone portable, et ensuite sur un ordinateur et une tablette. L'autre chose,
c'est le taux de conversion. Quel est le ratio entre le nombre de visiteurs de votre site internet et le nombre de réservations directes qu'il y a eu via votre moteur de réservation? Ce taux de transformation, il doit être le plus haut possible. Un très très bon taux de transformation. Alors, le meilleur que je connaisse, il est à 20%. C'est exceptionnel. Avoir un site internet qui convertit 20%, c'est-à-dire sur 100 personnes qui viennent sur le site internet, 20 réserves en direct sur le site, c'est incroyable. Une bonne moyenne pour un site qui performe dans l'hébergement touristique, c'est aux alentours de 5 à 6%. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire que sur 100 personnes qui viennent, vous avez 6 personnes qui réservent en direct chez vous. Ça, c'est excellent. Ensuite, pour la vitrine, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la saisonnalité. Bon, on n'est pas en physique et c'est compliqué, je sens que la réponse aux questions est compliquée, mais si je vous posais la question quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait évoluer votre vitrine en fonction de votre stratégie commerciale et de votre saisonnalité, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont regarder le bout de leur pantoufle. Il faut comprendre que comme pour un magasin, la saisonnalité a un impact direct sur ce que vous devez montrer sur votre vitrine. Imaginez une boutique de fringues en plein centre-ville, et on est au mois d'août, et dans la vitrine, vous avez des moufles, des gants, des écharpes, des bonnets et des manteaux. Ça va être compliqué de faire des affaires. C'est la même chose pour vous, d'accord? Votre vitrine, elle est très très importante, et il faut absolument la faire évoluer régulièrement en fonction de votre stratégie commerciale, de l'actualité et de la saisonnalité. Si vous êtes en train de pousser une offre, par exemple, pour la Saint-Valentin, puisqu'on parlait de ça de tout à l'heure, il est évident que votre vitrine, elle doit faire écho à cette offre-là. Si on est en plein été et qu'il y a encore dans le slider de votre maison d'hôte ou de votre hôtel des photos avec l'établissement sous la neige, non, je suis désolé, vous avez autre chose à montrer, quoi. Donc, il faut comprendre que c'est pas figé une vitrine de site internet et c'est un outil qui doit changer tout le temps. Vous voyez les commerçants faire évoluer leur vitrine sans arrêt, eh bien, ça devrait être un bon indice de vous dire que, ah, si eux le font, pourquoi est-ce que nous, on le ferait pas? Et il faut évidemment le faire. Et après, il faut tester, ça se teste des vitrines, et ensuite, il faut comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, faire plus de ce qui fonctionne et faire moins de ce qui fonctionne pas. L'impact des smartphones, j'en ai parlé. Et après, il y a l'impact le plus important, c'est l'humain. Alors, pour vous faire sourire, je vous ai mis que l'humain est une feignasse. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. L'humain est une feignasse, par définition. Toute notre évolution et tout ce qu'on fait technologiquement et qu'on crée aujourd'hui, c'est pour en foutre le moins possible. De la voiture pour pas avoir à marcher jusqu'au smartphone pour commander sur Amazon sans avoir à se bouger les fesses dans un magasin, on a toujours tout fait pour en foutre le moins possible. Et ben devinez quoi, vos clients, c'est pareil. Hein, le moins ils en font, le mieux ils se portent. Donc il faut absolument que votre vitrine et votre processus d'achat, que ce soit sur téléphone portable ou sur ordinateur, soit le plus simple possible. Il va falloir leur mâcher le travail. Ce sont des enfants, il faut les prendre par la main, d'accord? Et il faut les rassurer. Parce qu'ils vont devoir donner de l'argent, du vrai argent, dans quelque chose de virtuel. N'oubliez pas que quand ils achètent et quand ils réservent sur votre site internet, ce qu'ils achètent et ce qu'ils réservent, c'est un email de confirmation. Parce qu'ils vont rien recevoir chez eux, ils ont rien dans les mains. Donc, c'est quelque chose de très particulier, nous, dans notre métier, ce qu'on fait. Donc, il faut comprendre que l'humain est une feignasse, et qu'en plus, il a certaines craintes qu'il va falloir l'aider à surmonter. Et puis, pour finir sur la vitrine, je suis désolé, ça, c'est un coup de téléphone, mais c'est pas grave, c'est pour plus tard. Vous avez 5 secondes pour convaincre. Voilà. C'est du speed dating très très speed. Vous avez 5 secondes quand quelqu'un arrive sur votre site internet avec la vitrine. 5 secondes pour convaincre, pour les séduire, de continuer à regarder votre site internet. Si en 5 secondes, le site n'a pas chargé, ou que l'histoire leur a pas plu, que la photo leur a pas plu, ou quoi que ce soit d'autre, vous perdez leur attention. Le spasme d'attention est aujourd'hui de 5 secondes. Donc, vous voyez l'importance de votre vitrine. Donc, le fait d'avoir un bon emplacement n'est pas suffisant. Si vous avez un bon emplacement et qu'ils arrivent sur une vitrine qui ne respecte pas ces différents critères que je viens de vous lister, malheureusement, vous aurez fait qu'une partie du chemin. D'accord? Le troisième critère de succès, après l'emplacement et la vitrine, est-ce que certains d'entre vous ont une idée de quel serait le troisième critère de succès? Il y en a 4 en tout, sur les critères élémentaires. Je vous pose une question, ça me permet de prendre du temps pour boire de l'eau. Il y a des suggestions? La facilité de réservation, Alors, ça, on est dedans, exactement. la réactivité, Ça va être le quatrième critère, ça, mais ouais. La réactivité, ouais, ok. voilà, c'est les réponses, Ok. Le troisième critère, le prix. prix quatrième, ça va rentrer dans le quatrième critère dans la commercialisation.
Le troisième critère, c'est la boutique, en fait. Donc on a parlé de l'emplacement de la boutique, on a parlé de la vitrine de la boutique, maintenant il faut parler de la boutique en elle-même. Quand vous rentrez dans une boutique d'habillement, il y a un agencement, il y a un éclairage, il y a un étiquetage, il y a de l'information, il y a quelqu'un pour interagir avec vous, pour vous renseigner, il y a un parcours client. Tout ça, c'est la boutique. Il y a une décoration, il y a des couleurs, il y a éventuellement des œuvres d'art, des posters, etc. Ça, c'est la boutique. Votre boutique à vous, c'est votre site internet. Donc, comment est-il organisé? Quelle apparence a-t-il? Quelle facilité un client a-t-il de naviguer et de trouver de l'information? Comment est votre storytelling? Et si ça vous intéresse, le storytelling, sachez que la semaine prochaine, je ferai un live sur Facebook sur la narration. Une fois par mois, on fait ce qu'on appelle les apéros au dodo, où on vous fait un live gratuit en direct sur Facebook sur un sujet prédéfini. Donc si ça vous intéresse, ça, vous pourrez aller sur la page au dodo et vous inscrire. La narration de votre site internet, elle est super importante. Donc, la boutique, c'est votre site internet, son organisation, sa vitesse de chargement, son apparence, est-ce qu'il est en responsive design, c'est-à-dire est-ce qu'il s'adapte au téléphone portable. C'est vraiment l'intégralité du contenu qui va permettre de convaincre quelqu'un de vous faire confiance et d'acheter chez vous. Avant de passer à la caisse. Hein. Là, on est vraiment... bon, je vois que des dames à l'écran, donc je vais dire mesdames, vous êtes en train de faire votre shopping pour votre petite veste pour être chic cet été. Vous n'en êtes pas encore à la caisse. Vous êtes vraiment en train de parcourir les rayonnages, d'en prendre une et de la reposer, d'en prendre une deuxième et de la reposer, puis de reprendre la première parce qu'évidemment elle était mieux que la deuxième et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire à cette étape-là. Donc il est primordial que votre boutique elle soit parfaitement adaptée aux habitudes de consommation des clients actuels. Et vous le savez, les clients aujourd'hui, ils consomment de l'information majoritairement sur leur téléphone portable, ils consomment majoritairement des visuels et des audiovisuels, des photos et des vidéos. Ils lisent très peu de texte, mais pour autant le texte est important parce que vous en avez besoin pour votre référencement, donc il y a un bon équilibre à trouver. Vous voyez, c'est pas évident et il faut vraiment acquérir le savoir-faire nécessaire pour constituer une boutique qui va être efficace. C'est la boutique. Hop, donc ça j'en ai parlé. Donc, à retenir pour la boutique. Et ça, vous pouvez le noter si vous voulez, c'est des choses qui sont vraiment super importantes. Dans notre métier, dans l'hébergement, il y a une règle qu'on appelle la règle de 3. La règle de 3, c'est les critères pour réserver. Donc, il y a un ordre chronologique dans lequel vos clients regardent ces critères-là, qui est inverse en fait à l'ordre de consultation. Donc l'ordre de consultation, il est simple. Numéro 1, les gens y consultent les visuels, les audiovisuels. C'est l'apparence de votre site internet avec les photos et les vidéos. Le critère numéro 2 qu'ils vont regarder, ce sont les avis clients, les témoignages, tout ce que vos clients à vous ont pu dire sur vous. Hein. C'est ce qu'on appelle dans notre métier la preuve sociale, la social proof. Super, super important. Vous avez un business à plusieurs milliards de dollars qui s'appelle TripAdvisor, qui ne réside que sur ça. Hein. TripAdvisor, ça s'est construit que sur les avis clients. Donc vous pouvez être sûr que si un business à plusieurs milliards de dollars annuels existe sur ce critère-là, c'est que c'est un critère qui est important. Pour info, un client en consomme en moyenne 9 avant de faire son choix de réserver ou pas. 9 avis clients avant de décider si oui ou non il va réserver chez vous. Donc si vous n'en avez pas au minimum 9 sur votre site internet, déjà c'est qu'il y a un problème. Et il va essayer de trouver des avis clients où il peut se rassurer sur l'authenticité. Si vous avez juste des petits textes sur votre site internet que vous avez écrit vous-même avec signé Lulu69 a laissé ce commentaire, oubliez. Là, vous êtes en train de tuer la confiance de vos prospects. Hein, il y a aujourd'hui des techniques et des outils qui permettent d'avoir des avis clients et des témoignages certifiés sur votre site internet. Il faut utiliser ça. Hein. La confiance se construit, elle se perd très très vite, donc il faut faire attention. Et le troisième critère, c'est le prix, bien évidemment. Donc dans l'ordre de consultation, tout ce qui est visuel, ensuite témoignage et avis, et ensuite le prix. Ça, c'est l'ordre de consultation. Mais l'ordre d'importance est inverse. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'ils vont d'abord réserver chez vous, c'est si le prix rentre dans leur budget. Ensuite, c'est si les gens ont dit des choses sympas sur vous. Et ensuite, ce sont les visuels. Donc vous voyez que c'est super important de connaître cette règle, parce que la manière dont vous allez construire votre boutique, votre site internet et le processus de réservation doit respecter cette règle. Et ça impacte directement le parcours client, c'est pour ça que je vous l'ai mis en dessous. Okay. Ensuite, c'est le storytelling. Bon, le storytelling, hein, vous le savez,
C'est la manière dont vous racontez une histoire pour que les gens aient envie d'acheter chez vous. Et on a, nous, un énorme avantage concurrentiel par rapport aux agences de voyage en ligne. Les agences de voyage en ligne comme Booking.com, ce sont des multinationales, ce sont des monstres, et elles ne peuvent pas créer d'authenticité et de lien avec les clients. Nous, on peut. Donc faites du storytelling, expliquez votre histoire. Pourquoi est-ce que vous avez acheté cet hôtel? Qui vous êtes? Qui travaille avec vous? Est-ce que vous travaillez en famille, etc., etc., etc. Il y a plein de choses à faire en storytelling, et j'en parlerai pendant l'apéro au dodo, donc je vous invite à vous y inscrire. C'est ce que les OTA n'ont pas et que vous avez. Hein. C'est ce lien que vous pouvez créer, cette authenticité. N'oubliez pas que on achète chez quelqu'un parce qu'on apprécie cette personne. Je suis déjà sûr que vous êtes déjà rentré dans une boutique, il y a un produit qui vous plaisait, mais le commerçant était antipathique et vous êtes sorti de la boutique sans acheter le produit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, je peux vous le dire. C'est la même chose pour vos clients. Si vous ne construisez pas ce lien, cette fibre, c'est de la drague. Hein, on peut prendre cet exemple-là. Peut-être que certains d'entre nous ont passé l'âge de draguer, et ben il faut s'y remettre. C'est de la drague. Il faut séduire. Il faut séduire vos prospects. Et ça, le storytelling est un élément qui va énormément vous aider. Alors évidemment, c'est lié à votre stratégie commerciale. Il faut d'abord avoir défini qui vous voulez séduire. Hein, on peut pas, tout le monde n'est pas Don Juan et tout le monde ne peut pas séduire la terre entière, donc il va falloir décider. Et ça, c'est de la stratégie commerciale. Éventuellement, on pourra en reparler. Ensuite, je vous parle de CTA. Le CTA, c'est ce qu'on appelle le Call to Action. C'est ce qui va générer l'action de votre client. Donc, c'est le bouton réserver ou réserver maintenant. Si vous allez sur un site hôtelier, vous pouvez aller par exemple sur l'hôtel au dodo, hein, vous tapez hôtel-ododo.com. C'est un hôtel qui n'existe pas, c'est un site de démonstration qu'on a fait. Vous verrez qu'il y a un CTA en haut à droite, avec une couleur qui tranche avec le site, qui est tout le temps visible. Quel que soit l'endroit sur le site où vous êtes, vous le voyez. Ben ça, c'est le call to action. Allez sur n'importe quel site de e-commerce performant et vous verrez que à l'instant T, vous savez toujours où il faut cliquer pour acheter un produit. Et oui, vous êtes là pour vendre. Donc si vous voulez vendre, il faut que vous puissiez faire passer vos prospects à l'action. Okay. Et puis, la dernière chose, qu'est-ce qui va être la mesure de votre succès? C'est les réservations directes. Combien le ratio entre le nombre de visiteurs et le nombre de réservations directes que vous avez eu à travers votre site internet. Ok? Voilà ce qu'il faut retenir sur ça. Et puis ensuite, le quatrième critère de succès, alors je l'ai entendu tout à l'heure, c'est en effet le processus d'achat. Et vous, le processus d'achat, il se joue en ligne. Hein. Malheureusement, on ne peut pas échanger de cash, de billets avec vous pour prendre le produit. Alors là, il y a des choses qui sont dramatiques dans notre industrie, et il faut absolument corriger ça. Déjà, le nombre d'étapes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, changez de paradigme, mettez-vous à la place de vos clients et essayez de réserver sur votre propre site internet pour voir si oui ou non c'est facile ou si c'est complexe, et faites-le sur un téléphone portable avant toute chose. Vous allez en apprendre beaucoup sur votre processus d'achat. Il faut comprendre que le processus d'achat doit être le plus simple possible, avec le moins d'obstacles possible pour l'acheteur, tout en étant le plus rassurant possible. C'est un jeu d'équilibriste. Je peux vous donner déjà un élément à vérifier tout de suite. Quand on clique sur le bouton réserver chez vous, si le moteur de réservation s'ouvre dans une nouvelle page internet, vous perdez la moitié des gens qui ont cliqué sur ce bouton. Super important. Le moteur de réservation, il doit être totalement intégré dans votre site internet. C'est-à-dire que quand on clique sur réserver, on reste à l'intérieur du site internet, la même URL, le même univers graphique, le même menu, le même pied de page, parce que vous êtes en train de les plonger au préalable avant l'acte d'achat. Vous les avez plongés dans un environnement pour qu'ils achètent. Vous avez gagné leur confiance, puisqu'ils arrivent au moment où ils cliquent sur réserver. Donc ils associent cette confiance à l'univers visuel qu'ils ont sous les yeux. Si au moment où ils cliquent sur réserver et ils sont au moment de l'acte d'achat, vous cassez l'univers dans lequel vous les avez plongés, vous cassez la confiance. Et là, il y a des études qui ont été faites dessus, c'est 50% la perte. Vous perdez la moitié des gens qui ont cliqué sur réserver, qui vont préférer aller réserver. Alors, dans le meilleur des cas, ils vous appellent, ils vous passent un coup de téléphone ou ils vous envoient un email, mais c'est de plus en plus rare. Ça emmerde les gens d'envoyer un email et de devoir attendre une réponse alors qu'ils peuvent aller sur booking.com et avoir une confirmation immédiate. Donc, dans le meilleur des cas, ils vous appellent. Dans le moins meilleur des cas, ils vous envoient un email. Dans le moins meilleur des cas, ils vont sur booking.com. Et dans le pire des cas, ils réservent pas chez vous, ils vont chez un concurrent. Donc, regardez ça. Testez ça déjà sur votre site internet. Ce qu'il faut retenir, c'est un acronyme anglais, mais il est super important. KISS. En anglais, KISS, c'est un bisou, un baiser. Donc, c'est facile à retenir. Et bien, en anglais, c'est Keep it simple, stupid. Gardez les choses simples.
Le plus simple possible. Vous avez une entreprise qui est gigantesque aujourd'hui et qui a son business model, c'est la simplicité, c'est Apple, hein, le créateur des iPhones, des iPads, etc. Euh, c'est d'une simplicité incroyable. La prise en main d'un iPhone aujourd'hui est ultra simple, beaucoup plus simple que leurs concurrents. Et ils capitalisent sur cette simplicité. Ben, vous devez faire la même chose. Vous voyez une étape qui est en trop, supprimez-la. Vous voyez qu'il y a trop de texte sur un écran sur le parcours d'achat, simplifiez-le. Tout doit être le plus simple possible. Ensuite, une expérience immersive, c'est ce que je vous expliquais préalablement. Il faut absolument que l'univers dans lequel vous avez plongé les gens soit immersif du début à la fin. Hein, très important. L'exemple que je donne toujours, c'est imaginez que vous allez dans une boutique d'habillement, tout se passe super, emplacement, top niveau, vitrine incroyable, boutique, du délire, vous trouvez la petite veste au bon prix en plus, ah là là, magique. Vous allez en caisse, et au moment d'aller en caisse, la personne elle vous dit ah non désolé, vous pouvez pas payer ici, il faut sortir de la boutique, traverser la rue et aller payer en face chez le boucher. Bon, bah vous allez mettre la petite veste sur le portant, puis vous allez aller ailleurs. C'est la même chose. Hein, c'est vraiment le même degré de perte de confiance. N'oubliez pas que les gens vont devoir sortir leur carte bancaire et qu'il y a un principe psychologique dans l'achat d'hébergement sur Internet qu'on appelle le prétexte d'abandon. Oui, ils veulent réserver chez vous. Mais en même temps, s'il y a le moindre prétexte pour abandonner l'acte d'achat, ils vont le saisir. D'accord ? Parce que c'est leur argent qu'ils vont mettre dans quelque chose de virtuel. Et c'est très compliqué hein, de vendre de l'hébergement. C'est pas comme vendre des choses qu'ils vont pouvoir recevoir physiquement chez eux. Donc dites-vous bien que c'est beaucoup plus difficile de vendre de l'hébergement en ligne comme nous on le fait que quelqu'un qui constituerait un site de e-commerce pour vendre des montres par exemple. Hein, parce que la montre, le client il va la recevoir. Puis s'il n'est pas content, il peut la renvoyer. Donc c'est vraiment super important. Donc il y a ce besoin de sécurité, il est prédominant dans les processus de réservation d'hébergement. Et puis voilà, pour rigoler, je vous ai mis, est-ce que je vous ai parlé des smartphones parce que souvent les gens oublient. Donc encore une fois, tester et retester sur smartphone, c'est le plus important. Hein, aujourd'hui, les statistiques, elles sont claires. 80% des réservations de dernière minute se font sur smartphone. 80% des réservations de dernière minute se font sur smartphone. C'est gigantesque. Et ça s'accélère. D'accord ? Super important. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les critères élémentaires pour bien vendre. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? Pas de questions dans le chat pour le moment. Waouh, on a des élèves incroyables aujourd'hui. Ils comprennent tous super vite. Ou alors ils sont méga timides. Ouais, c'est pas grave. À la fin, il y aura de la place pour les questions. Ok, et ben dans ce cas, on va parler des fondamentaux à maîtriser. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur dans les fondamentaux. La première chose, c'est une stratégie commerciale. Alors, pour vous décrire ça très simplement, si vous ne parlez à personne, personne ne vous écoute. Ça résume la stratégie commerciale. D'accord ? Il faut que vous définissiez qui vous êtes, quelle est votre offre, quelle est votre valeur ajoutée, et ensuite, qui vous ciblez avec cette offre-là. Et seulement à ce moment-là, seulement à partir du moment où vous savez à qui vous voulez parler, allez-vous pouvoir créer un message, et là c'est la stratégie de communication. Donc on commence par une stratégie commerciale. Une stratégie commerciale, c'est primordial. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important et à quel point ça va faire une différence gigantesque sur vos ventes. Rien que ça, sans parler de changer les outils, d'améliorer, etc. Rien que le fait d'avoir une stratégie commerciale, ça fait un monde de différence. Ensuite, vous avez la stratégie de communication. Donc ça, c'est à qui je parle, via quel canal de communication, avec quel style et avec quel budget. Il y a plein d'autres questions auxquelles il faut répondre, mais je vous mets les essentiels. Le style, c'est important. Si vous êtes un établissement hyper chic, hyper high-end, 5 étoiles, etc., vous allez peut-être pas avoir un discours hyper décontracté. Nous, par exemple, chez Ododo, le motto de l'entreprise, c'est il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Bon, comme c'est moi qui ai créé l'entreprise, j'ai pris mon propre motto, hein, comme ça, c'était plus simple. Mais c'est comme ça qu'on communique. Et on peut très bien travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, on peut rigoler, et c'est pour ça qu'une fois par mois, on fait les apéros au dodo. Bon, il y a plein de gens qui oseraient pas faire un événement d'entreprise qu'ils appelleraient l'apéro au dodo en train de boire une bière devant un écran pour parler à des gens. Ben, moi, je m'en fous, c'est mon style. C'est mon style et c'est ma voix. Donc, on communique avec ça. Et on touche des gens que ça touche. Moi, quelqu'un qui est guindé, je parlais vulgairement, l'emmerdeur, le chieur, le jamais content, il m'intéresse pas, j'en veux pas comme élève. Donc avec mon style et avec ma voix, je filtre automatiquement ces gens-là.
Celui qui est pas content et qui aime pas mon style et ma voix, automatiquement, il viendra pas me voir. Et c'est parfait, parce que moi, j'en veux pas. Un, je ne saurais pas le satisfaire. Et deux, lui, il sera jamais satisfait. Or, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils soient satisfaits. Donc, c'est super important et c'est pour ça qu'il faut commencer par la stratégie commerciale. Ensuite, vous avez la stratégie de marque, qui est liée à la stratégie commerciale. Comment est-ce qu'on communique qui je suis? Comment est-ce que je me positionne sur le marché? Et qu'est-ce qui me différencie? Et c'est super important, ça. Hein, vous êtes unique. À la fois vous, en tant que chef d'entreprise, et dans ces petits business, on est souvent... on imprègne l'entreprise de notre identité, donc il faut créer une identité de marque. Hein, super important. Après, vous avez la stratégie tarifaire, c'est évident. À qui vendre? Quand? À quel prix? Avec quelles conditions générales de vente? Et via quel canal? Le nerf de la guerre, c'est le retour sur investissement. Si je mets 1 euro pour acquérir un client, combien d'euros je gagne derrière? Si j'en gagne 1, opération blanche. Si j'en gagne 2, je commence à faire du bénéfice. Si j'en gagne moins 1, aïe, gros problème. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est super important, pareil, de pouvoir le mesurer. Et puis, dans les fondamentaux, au niveau stratégique, il y a la stratégie de fidélisation. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de stratégie de fidélisation. Il y a des établissements, nous, dans les élèves au dodo, qui tournent avec plus de la moitié de leur clientèle qui sont des clients fidèles. C'est génial. Je veux dire, c'est le rêve pour tout hôtelier, quoi. Et voilà, je vous l'ai mis, faire revenir un client existant, ça coûte 5 fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Donc, si vous n'avez aucune... Si aujourd'hui, à la question « Que faites-vous pour fidéliser vos clients ?» vous n'avez pas de réponse, eh bien, il faut vraiment, vraiment travailler sur cette stratégie et mettre en place des éléments. Et puis ça, là, on peut éventuellement vous aider à mettre ça en place. Donc là, on est sur le niveau stratégique. Maintenant, on va parler du niveau technique. On va dire le minimum vital de ce qu'il vous faut. Hein, le couteau suisse qu'il faut avoir avant d'y aller. Première chose, les outils. Donc, il vous faut au minimum un site internet, qui soit en responsive design et avec tous les critères dont on a parlé tout à l'heure, un moteur de réservation qui soit intégré dans celui-ci, branché à un PMS et un channel manager. C'est le b.a.-ba. Vous n'avez pas forcément besoin pour réussir d'un logiciel d'emailing, de SMS marketing, de e-réputation, etc. Tout ça, c'est du bonus en fonction de la taille de votre établissement et de votre budget. Mais ça, ce sont les essentiels. PMS, Channel Manager, moteur de réservation et site internet. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vendre efficacement sur internet. Première chose. Deuxième chose, les agences de voyage en ligne, les OTA, ce ne sont pas vos ennemis. Et je sais que ça va être un changement de paradigme pour beaucoup, et que vous allez devoir bosser sur votre état d'esprit. Beaucoup dans notre industrie pensent que Booking.com, Expedia, etc., c'est des ennemis à abattre. C'est une erreur. Il faut apprendre à les utiliser. Ces gens-là vous font gratuitement de la publicité. Vous ne payez une OTA que si elle vous apporte une réservation. On ne se rend pas compte dans l'hôtellerie qu'on est des enfants gâtés. Vous imaginez, dans n'importe quelle autre industrie, imaginez par exemple un vendeur de montres, où il y a quelqu'un qui lui donnerait de la visibilité dans le monde entier, dans n'importe quelle langue, pour que quelqu'un puisse acheter des montres sur son site internet, et lui, il aurait juste à payer une commission si une de ses montres se vend. Putain, les mecs, ils en rêvent, quoi. Et en plus, on sait qu'il y a l'effet billboard. C'est-à-dire qu'on sait que les clients aujourd'hui, il y a la moitié des clients des OTA qui vont voir les sites internet en direct. 50%, c'est gigantesque. 50% des gens qui vont sur Booking, ils utilisent Booking pour faire une sélection, et après ils vont dans Google pour regarder le site internet. Et là, il faut les attraper. Là. C'est le moment là où il faut les attraper, les convertir en clients directs et les fidéliser. C'est gigantesque. Après, vous avez le SEO, donc le référencement naturel et tout ce qui est lié, c'est votre visibilité. Hein, vous connaissez le dicton, loin des yeux, loin du cœur. C'est pareil pour vous. Hein. Il faut que les gens puissent vous trouver et vous trouver facilement. Et puis après, vous avez les techniques et les outils pour votre e-réputation. Hein, vous le savez certainement, la preuve sociale, je vous en ai parlé tout à l'heure, les gens consomment à peu près 9 avis clients avant de réserver, donc il faut entretenir ça, et ça c'est comme un potager. Ça s'entretient. Je suis désolé si vous entendez des petits bip 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 par-ci par-là, c'est des notifications sur mon ordinateur. Un exemple que je peux vous donner, si vous allez sur notre site internet, sur ododo.io, donc I comme Isabelle, O comme Olivier, vous verrez qu'il y a un onglet témoignages, et que sur cet onglet témoignages, il y a des vidéos de clients qu'on a formés qui vous parlent. Et c'est pas anodin, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que c'est ce qui est le plus important. Si vous, et en plus vous, potentiellement, vous pourriez être intéressé de suivre l'accélérateur Dodo. Qu'est-ce qui va le mieux vous convaincre? Que je vous raconte à quel point c'est génial, ou que des gens qui l'ont fait, et qui ont eu des résultats, vous expliquent ce que eux, ils ont vécu en faisant cette formation. C'est évident que leurs mots et ce qu'ils ont à vous dire
va être beaucoup plus puissant pour vous convertir que ce que moi je vous raconter, même si vous m'appréciez ou quoi que ce soit. Et ben c'est la même chose pour vous. Vos clients qui ont séjourné chez vous vont avoir un impact beaucoup plus important pour convertir des futurs clients à venir chez vous. Beaucoup, beaucoup plus important que tout ce que vous raconterez jamais. Hein, super important. La social proof. Voilà pour les fondamentaux vraiment à maîtriser. Et puis du coup, on va enchaîner avec la conclusion, Samuel, et puis après, comme ça, on pourra répondre à toutes les questions. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction sur la conclusion. Vous n'avez pas à tout maîtriser. Il faut absolument maîtriser les fondations, mais pour ce qui est des savoir-faire et de la phase visible, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Ce qu'il faut, c'est être au minimum architecte et maître d'œuvre. Architecte, c'est celui qui conçoit. Maître d'œuvre, c'est celui qui vérifie l'exécution. Entre les deux, les petites mains qui vont faire le travail, ça n'a pas forcément à être vous. Mais il faut que vous vous formiez suffisamment pour pouvoir être architecte et maître d'œuvre. C'est super important. Hein, si vous voulez que le chantier de votre commercialisation soit un chantier rondement mené et efficace, bien, il faut au moins que vous soyez en amont et en aval. Vous n'avez pas besoin d'être l'électricien, le plaquiste, le peintre, le plombier, etc. Ça, laissez quelqu'un d'autre le faire si vous voulez. Après, vous pouvez sur certaines choses, ça pose aucun souci de le faire, bien au contraire. Mais en tout cas, être l'architecte et le maître d'œuvre, c'est super important. Les fondamentaux, on commence par l'état d'esprit, par les stratégies, et après on déroule le reste. Voilà, aujourd'hui j'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble. C'est pas du tout évident de traiter un sujet aussi complexe en 1 heure. Samuel et Céline m'ont lancé un défi. Je vois qu'on dépasse un petit peu, mais bon, j'avais prévu du temps pour vous. Donc, je vais répondre à vos questions. Et puis voilà, une fois que j'aurai répondu à toutes les questions. Alors, si j'ai un petit cadeau quand même pour vous, parce que vous avez été sages. Je vais vous donner 2 outils. Et je sais pas comment, Samuel, je peux donner des liens. Est-ce qu'il y a un chat dans lequel je peux mettre ça? Oui, un chat, oui. Il y a d'ailleurs Alors, une ah non. question dans... Alors, attends, il faut que je... Alors, je vais peut-être arrêter le partage. Voilà, ok, là, je vois le chat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions, puis après, je vais vous donner un petit cadeau. Je vous donnerai le lien à la fin. C'est ce qu'on appelle un pick-up report. Vous allez voir, c'est un truc super simple. C'est un fichier Excel avec des règles de calcul. Il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique comment ça fonctionne. Ça va vous permettre d'avoir de la visibilité, en fait, sur votre montée en charge de taux d'occupation. Ça fait partie des outils élémentaires. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un outil payant, hein, c'est un tableur Excel. C'est le b.a.-ba des outils qu'il faut avoir pour quand on fait de la commercialisation dans l'hébergement. Allez, c'est parti pour les questions. Alors, la première question. Alors, pour rebondir sur votre comparaison avec le monde du bâtiment, est-ce que l'on peut considérer que vous avez une mission d'AMO? Quel est le coût de l'accélérateur et quel est le timing? Ah, bon, alors, l'accélérateur, on va aller beaucoup plus loin. Hein, avec l'accélérateur, nous, on va vous montrer comment être architecte, ouvrier et maître d'œuvre. Mais si vous voulez pas être ouvrier, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, c'est sûr qu'on va vous montrer, l'ensemble du processus. Le coût de l'accélérateur au dodo, il est de 1500 euros. Mais vous vous faites rembourser par vos opérateurs de compétences. On a un nombre de places limité parce qu'on a un nombre de coachs limité. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'accélérateur dodo, il y a la formation, vous y avez un accès à vie. Il y a la communauté, vous y avez un accès à vie, mais il y a les coachs, nous. Et puis nous, on aime bien dormir. Donc, on peut pas prendre 200 personnes d'un coup, sinon ça marche pas. Donc, on fait un petit peu des classes. Donc, en ce moment-là, il nous reste, d'ici à la fin de cette semaine, il nous reste 5 places pour le mois à venir. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra pas trop perdre de temps pour faire un diagnostic. Et de toute façon, vous ne pourrez pas vous lancer dans l'aventure sans d'abord, au préalable, faire un diagnostic avec un de nos coachs. Donc, pour faire le diagnostic, c'est super simple. Vous allez sur ododo.io et vous allez voir le fameux gros bouton dont je vous parle, le CTA pour vos propres sites internet. Celui qui sur votre site internet devrait être réservé. Bah chez nous, c'est prenez un rendez-vous. Vous avez un calendrier en ligne, vous choisissez une date et une heure qui vous convient. Il y a un petit questionnaire de préparation du rendez-vous à remplir. Et il y a un coach qui vous appellera à l'heure dite, que ce soit au téléphone, sur WhatsApp, sur Skype, sur FaceTime, par nuage de fumée, bref, ce que vous voulez, pour faire ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on lâche personne. Parfois ça en saoule d'ailleurs. Nos élèves, une fois qu'ils sont rentrés dedans, c'est fini. Nous, on est les amoureux collants. On va plus vous lâcher. Donc, on veut comprendre votre projet à fond. C'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous de diagnostic. Et derrière, nous, le but du jeu, c'est que les vidéos de témoignages que vous allez voir sur ododo.io dans le menu témoignages, on en veut 500 des comme ça. Donc, on va pas vous lâcher. Parce que ce qu'on veut, nous, notre objectif à la fin, c'est que vous soyez tellement satisfait que vous nous fassiez une vidéo de témoignage pour qu'on puisse grandir.
Voilà comment ça fonctionne. Et les dossiers avec les opérateurs de compétences, c'est le coach qui va le faire avec vous. C'est en fonction de l'opérateur de compétences que vous avez. Si vous ne le connaissez pas, le coach il va vous aider à l'identifier. Et vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, en fonction du nombre de personnes, soit vous pouvez rentrer dans le cycle actuel, si vous êtes dans les 5 premiers, soit sinon, bah, on vous expliquera quand est le prochain cycle dans lequel vous pouvez commencer, quoi. C'est bon, Samuel? Alors, il y a une autre question. Oui, Ouais, je crois que vous ça. m'entendez? Ouais, ça y est, je vous ai retrouvé. Ah, ça y est. Alors, il y a une autre question. Avez-vous des éléments sur la fidélisation pour les sites où les critères sont différents en termes d'attente des clients, envie de nouveautés, etc. Alors, la fidélisation, il faut savoir qu'elle se fait très peu avec le site internet, déjà. La fidélisation, elle se fait dans l'établissement. Hein, allez, 99% de la fidélisation, elle va se faire dans l'établissement. Vous avez Je des... pense Ah, juste, pardon, vas-y Samuel. je pense que c'était pas par rapport au site internet, mais par rapport à un site de visite ou un site d'activité. La question, elle était D'accord, sur la ok. fidélisation pour les prestataires d'activité ou les lieux de vie. D'accord, ok. Alors là, je dois vous avouer que je fais partie des gens qui n'aiment pas parler quand ils ne savent pas et que je ne sais pas. Je connais très bien mon domaine et malheureusement celui-ci je ne le connais pas. Je peux faire une supposition qu'il va y avoir des fortes similarités avec l'hébergement et que c'est particulièrement dans l'interaction humaine que ça va se passer, hein, parce que la fidélisation, c'est là. On fidélise en fait principalement grâce aux gens. Hein. Euh, et c'est ça qui fait en fait notre énorme avantage concurrentiel avec les agences de voyage en ligne, c'est cette authenticité et ce lien que vous allez créer, soit vous en personnel, soit avec vos équipes. Après, dans l'hébergement, il y a d'autres petites techniques de fidélisation avec des offres, les emailing pour qu'ils soient régulièrement au courant de ce qui se passe chez vous. Il y a certaines applications qui performent bien, mais ça, on va dire, c'est vraiment pour allez, la cerise sur le gâteau, quoi. Le vrai gros de la commercialisation, pardon, de la fidélisation, elle va vraiment se faire dans les interactions humaines. Et ça, malheureusement, à moins d'être bien formé sur ce qu'il faut faire et pas faire, euh, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Hein. Et puis surtout, la question primordiale, et c'est celle que je pose toujours, moi, quand on fait les diagnostics, c'est est-ce que vous aimez votre métier? Les gens qui me répondent non, ça me saoule, je leur dis bah arrêtez, parce que vous fidéliserez jamais quelqu'un si vous n'êtes pas épanoui dans votre métier, quoi. Ça se voit dès le départ. Hein. Euh, alors, il y a une autre question qui, je pense, s'adresse plus à l'Office. Y a-t-il une opportunité collective si plusieurs acteurs du territoire avancent ensemble avec Ododo en termes de stratégie territoriale? Effectivement, nous, le choix est d'accompagner les acteurs du territoire à la digitalisation et c'est aussi l'intérêt de la démarche avec Ododo hein, pour vous accompagner dans cette logique-là, l'amélioration de votre site internet ou la création avec tout ce qui est logique aussi de commercialisation. Ce que disait Marc-Antoine, c'est que les opérateurs de compétences prennent en charge, hein, si j'ai bien compris, cette action d'accompagnement avec Ododo. Donc c'est aussi la volonté du territoire qui n'est pas ou peu de coûts à supporter par les opérateurs que vous êtes, que vous soyez un site, un lieu d'hébergement ou une activité Absolument. Alors, qui rapproche peut-être vos outils. je peux abonder dans votre sens, Samuel. Si certains d'entre vous, pour raison X ou Y, ne sont pas finançables par un opérateur de compétences, on fera un geste lié à l'office de tourisme, hein, lié à votre appartenance à l'office de tourisme. On fera un geste pour vous aider à quand même vous former et à avancer parce que je déteste l'idée que ce soit l'argent qui décide qui peut monter en compétence ou pas. Donc on n'est pas une multinationale, on n'est pas là pour devenir milliardaire, on est là avant tout, au dodo, je l'ai créé avant tout pour aider des petits propriétaires, et donc je tiens à ça. Donc pour certains, ceux qui pour une raison X ou Y, les opérateurs de compétences ne vous suivent pas, ben, sachez que précisez-le nous bien que vous venez de la part de l'Office de tourisme Sud-Vienne, et on fera le nécessaire pour que ça fonctionne quand même. On l'a déjà fait avec d'autres offices de tourisme, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec vous. J'ai vu une petite question. Aurélien, je n'ai plus de site internet pour le moment, comment puis-je faire? Alors, il faut savoir que le site internet,
c'est une pierre angulaire de votre commercialisation, mais ça vient bien après. Il faut avant avoir fait une stratégie commerciale, il faut avoir fait plein de choses. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre rendez-vous pour le coup avec nous, parce que dans l'accélérateur Dodo, on vous forme à comment créer un site internet de A à Z, entre autres choses, hein. On vous forme à plein de choses, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on vous forme, et on va vous montrer clic par clic et pas à pas comment créer votre site internet. Donc, si ça fait partie de vos besoins et de vos envies, allez sur ododo.io, cliquez sur réserver un rendez-vous et prenez un rendez-vous de diagnostic et perdez pas de temps parce que parce qu'il reste pas beaucoup de place malheureusement. On aurait dû faire ce webinaire en début de mois, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Samuel, qu'on a ratées? Non, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on peut remplacer un site internet par une page Facebook qui serait bien Non, construite, pensée non. Est-ce que... Malheureusement, non. Alors, il y a eu des tests de faits là-dessus. Malheureusement, non. En fait, la structure d'une page Facebook est figée. Bon, en plus, elle va changer régulièrement parce que Facebook fait varier son algorithme régulièrement et elle est figée et malheureusement, elle ne correspond pas à la règle de 3 dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est primordiale, et au parcours client à travers lesquels les gens vont vouloir consommer de l'information. Les posts sur une page Facebook sont antéchronologiques, donc vous ne pouvez pas raconter un storytelling et le raconter efficacement avec ce système antéchronologique. Donc non, malheureusement non. Par contre, une page Facebook va être et on forme aussi là-dessus dans l'accélérateur Dodo, va être un supplément très intéressant à votre stratégie digitale pour driver du trafic vers votre site internet en fait. Et donc, il y avait une question, et des places, il y en aura plus tard. Est-ce qu'il y aura des places plus tard et à quelle échéance, je suppose Alors oui, bien sûr, hein, on réouvre des places régulièrement. En fait, c'est en fonction des élèves qui finissent. S'il y a 3 élèves qui finissent cette semaine, on sait qu'on a 3 places pour la semaine prochaine pour 3 nouveaux élèves en fait. Donc ça varie de semaine en semaine. Je ne vais pas vous cacher qu'en ce moment, vous avez un petit peu plus de temps libre que d'habitude à cause de cette crise du coronavirus. Donc on est énormément sollicité. En plus, bon, il y a beaucoup d'acteurs comme vous, Samuel, qui nous sollicitez pour faire ce type d'événement. Euh, on ne peut pas vous dire. Donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Il faut tester. Et s'il y a de la place pour prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous. Si le coach il vous dit qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il vous le dira, c'est lui qui vous dira. Mais chaque semaine, de temps en temps, une semaine, il va y avoir 5 places qui se libèrent. De temps en temps, il n'y en a qu'une seule. C'est vraiment très variable. Hum, alors, est-ce que la formation site internet est payante? Ah, C'est ce que vous expliquez. tout ça, c'est inclus dedans. L'accélérateur au dodo, en fait, Ouais. tout est inclus à l'intérieur. Donc, vous avez la formation qui forme sur tous les sujets dont nous avons parlé et plus. Vous avez de toute façon le programme de formation est décrit sur le site internet ododo.io, hein, donc vous pouvez aller le voir. Sur la page d'accueil, il y a le programme de formation. Vous avez la communauté d'entraide et vous avez le coaching. La seule différence, c'est que le coaching, on le limite à 1 an, parce que sinon, ça nous demande énormément de ressources pour vous coacher, ressources humaines. Mais le reste, vous y avez un accès à vie, il n'y a pas de souci. Évidemment, tous les thèmes dont je vous parle sont inclus dans la formation accélérateur au dodo, hein, bien sûr. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Donc, Alors, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger le Pickup Report. Et ce qu'il faudrait, c'est que je vous retrouve le lien de la vidéo sur notre chaîne qui explique comment ça fonctionne aussi. Alors, attendez, donnez-moi une petite seconde. Ça, j'aurais dû le préparer en amont. Bougez pas. Hop. Le Pickup Report. Quand est-ce qu'on a fait ça? Hop, mhm. Bon, vous pouvez aller voir d'ailleurs notre chaîne au dodo, hein, il y a plein de conseils. Voilà, Pickup Report, il est là. Hop. Donc, il y a plein de conseils, de trucs et d'astuces sur la chaîne au dodo pour vous accompagner. Là, je vais vous mettre la vidéo ad hoc. Ok, donc le Pickup Report, je viens de vous mettre le lien pour que vous puissiez le télécharger. Ça, c'est la vidéo YouTube qui va avec, qui vous explique vraiment comment ça fonctionne. Et puis, si vous voulez regarder un petit peu comment ça se... Enfin, on a une chaîne YouTube, en fait, où chaque semaine, je donne des conseils, des trucs et des astuces pour vous aider. Donc, eh bien, je vous encourage à aller la voir, à vous abonner, à liker, à commenter, comme d'habitude. Et déjà, ça va vous donner un état d'esprit
de ce qu'on fait et comment on le fait, étant donné que je réitère, hein, le motto de l'entreprise, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc on peut approcher des sujets très complexes, comme par exemple les stratégies tarifaires, sans rentrer, sans être super compliqué. Et on aime bien rigoler chez Ododo, donc voilà, si le style vous plaît, vous plairez chez nous. Si au contraire ça vous plaît pas, bon, bah, je pense qu'il faut aller voir ailleurs. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine, pour cette présentation, votre intervention et surtout, donc, je répète à tous, n'hésitez pas donc à solliciter en direct au Dodo ou aussi à solliciter l'Office de tourisme si vous avez besoin de renseignements, d'informations complémentaires ou d'accompagnement sur différents sujets. Nous sommes là aussi pour ça, hein, que ce soit les membres des différents points d'accueil ou Céline Rivière ou moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Absolument, merci à tous. Et puis encore une fois, prenez rendez-vous avec un coach si besoin. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit en commentaire sur les vidéos sur YouTube, sur Facebook, enfin bref, on est un peu partout, vous allez bien nous trouver. Au dodo, on n'est pas 50. Alors il y en a qui vendent des lits, hein, quand même, c'est pas nous, forcément. Nous, on vend de la formation, donc si vous trouvez des gens qui vendent des lits, bah c'est pas nous, ils sont peut-être très sympas, mais c'est pas nous. Mais voilà, on est ravis de vous aider. Et puis, encore une fois, regardez sur notre page Facebook les apéros au dodo. Donc, il y en a un une fois par mois. Et le prochain, c'est sur, je vous en ai parlé tout à l'heure, la narration. Et vous allez voir que c'est super important, la narration. Et je vais vous donner plein de clés pour justement améliorer votre narration et faire en sorte qu'elle soit efficace. Et c'est gratuit, ça se fait dans la bonne humeur. On prend tous un verre et on se fait un apéro ensemble et on discute autour de ce sujet. Voilà, salut à tous, bon courage, et puis au plaisir de vous retrouver de l'autre côté du rideau avec Ododo. Merci Samuel, et puis Merci à très beaucoup. vite. Merci à tous. Bonne journée et puis bon appétit. Ah oui, à très vite, au revoir.